Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média et bienvenue dans votre magazine quotidien, donc Soir d'Info, qui a donc l'honneur d'accueillir le président de l'ONG Lex Africa. Il s'agit d'Eliman Khan. Bonsoir, M. Khan. Bonsoir, cher. J'espère que vous allez bien. Pas trop de difficultés dans la rue avec les pluies dans Dakar aujourd'hui? Oui, quand il pleut dans Dakar, il y a toujours un dérèglement. Un dérèglement, effectivement, mais il faut s'adapter. La circulation n'est pas si aisée que ça. Voilà, justement. Donc, voilà qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet pour parler justement de cet imbroglio qui existe actuellement entre le ministre de l'Assainissement, en l'occurrence Cheikh Tidiane Dièye, et l'ancien directeur général de l'ONAS, qui a finalement été limogé de son poste pour des histoires que nous connaissons déjà, des passations de marché, de gré à gré, des soupçons de corruption entre eux. Alors là, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que cela vous inspire déjà, disons, cette bataille par presse interposée entre Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Assainissement, et l'ancien directeur général de l'ONAS, l'Office de l'Assainissement? Oui, je pense qu'il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, d'une bataille par presse interposée qui en fait cible seulement l'opinion. Et je pense que c'est à ce niveau que de part et d'autre, des stratégies de communication se mettent en place, parce que c'est important aussi la perception que peut avoir l'opinion de phénomènes comme celui-ci. Sinon, véritablement, au-delà de cet enjeu par rapport à l'opinion, je pense qu'il s'agit de questions pour lesquelles nous avons les instruments pour les régler clairement et pour que tout le monde en sache de quoi qu'il en est véritablement, parce qu'il s'agit de commande publique. Et la commande publique est réglementée au Sénégal. Et je pense que, même si c'est vrai, le principe de base, qui est le principe de transparence dans la gouvernance des affaires publiques de façon générale, avec cet organe qui a été mis en place au départ pour s'occuper des marchés publics, la RMP, qui est devenu ARCOPS finalement. Oui, et c'était pour la transparence vraiment, et c'était le pacte d'intégrité qui était à l'origine de cela. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes ont regard sur ça, c'est ce qui fait que même la composition était constituée aussi bien de l'administration que du secteur privé qui est concerné, et également la société civile qui était invitée. C'est vrai, on a eu beaucoup d'évolutions depuis. Maintenant, comme vous l'avez rappelé, c'est devenu l'ARCOP. Mais il y a eu beaucoup de réformes qui ont un peu concerné ces marchés publics. Mais aujourd'hui, quand même, la réglementation, elle est très claire. Il y a la prévention qui est là par rapport à la transparence, comme il y a aussi le règlement de litige qui est prévu par des organes dédiés à cela. Et je pense que les choses vont se clarifier bientôt et que les Sénégalais vont en avoir le cœur net. Mais effectivement, il est attendu du ministère en charge, qui est accusé des accusations graves, donc d'édifier l'opinion et de dire clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Justement, là, je vous informe que le ministre de tutelle tiendra donc demain une conférence de presse à la sphère de Diamniadio pour apporter certainement des éclairages par rapport à cette situation qui n'a que trop duré, après donc la sortie de l'ancien directeur général de l'ONAS. Alors, la question qui me vient en tête est de savoir, est-ce que réellement, disons, le ministre de tutelle peut se substituer, disons, à des structures comme l'ARCOPS pour décider ou alors de casser un marché si toutefois il juge qu'il y a un gré à gré ou peut-être des soupçons de corruption ça et là? Oui, je pense que ça c'est justement l'autre question subsidiaire qui est la plus importante. Je pense que, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les marchés, c'est clair de savoir si la direction centrale des marchés publics a avalisé donc les marchés qui ont été donnés. Mais l'autre élément important justement, il s'agit de cela. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu de conflit de responsabilité dans cette affaire? Parce que l'ONAS étant une administration indépendante, et donc je pense qu'effectivement, il y a des responsabilités qui sont très bien, clairement définies par la loi, qui limite un peu les compétences. Donc c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il y a des choses qu'il faut clairement régler au niveau de l'opinion, pour dire que quand c'est l'ONAS qui doit lui-même faire ses marchés,
Et je pense qu'il y a une distinction nette qui se fait entre l'ONAS et le ministère. Maintenant, on ne peut pas dire aujourd'hui, sur la base des informations que nous avons, s'il y a eu véritablement un réel cas de conflit, de responsabilité et d'empiètement de compétences. Mais si c'est le cas aussi, nous allons le savoir rapidement et effectivement, il faudra situer les responsables. Nous savons que généralement, quand il y a un marché, il est lancé et puis pour permettre à tout le monde de soumissionner. Et puis derrière, il y a quand même comment je vais dire, une instance de décision qui est là pour arbitrer et peut-être attribuer le marché. Mais dites-nous dans quelles conditions le gré à gré est-il accepté, puisque nous le savons, le principe c'est de lancer d'abord le marché, mais parfois il peut y avoir des ententes directes parce qu'il y a urgence ça et là. Mais est-ce que dans ce cas de figure, ce qui concerne en tout cas l'ONAS par rapport à ce marché-là, il y avait véritablement une urgence? Oui, vous savez, c'est vrai, je voulais parler de plusieurs réformes qui sont intervenues au niveau de la RMP. En 2010 déjà, quand la réforme de Wade qui avait justement renforcé les possibilités de faire des gré à gré, que nous avions décrié à l'époque, j'étais moi à ce moment au Forum civil, mais ensuite avec le président Macky Sall, il y a eu davantage d'ouverture et de possibilités de marché de gré à gré par les réformes qui ont été faites par la suite. Voyez-vous, et le président Macky Sall lui-même théorisé entre donc le début de son premier mandat et la mise en œuvre du PSE, donc ce dilemme qui existait entre la transparence et l'efficacité. Pour dire qu'il faut quand même qu'on revoie les choses pour qu'il y ait plus d'efficacité dans la mise en œuvre des projets à l'époque, parce que, semble-t-il, selon lui, le code de marché était très comment dirais-je, contraignant. Ouais, ce qui n'est pas acceptable du tout, parce que ça revient à l'administration d'être performante et d'être efficiente justement dans la gestion des affaires publiques. Il faut quand même trouver la balance, en même temps respecter les conditions de transparence, mais également être efficient. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la dernière réforme, surtout sur la com, et aussi les partenariats publics-privés, il y a eu des possibilités d'entente directe qui sont prévues par la loi aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les ententes directes aussi, il y a ce qu'on appelle le contrôle a priori que doit faire la direction centrale des marchés, donc qui doit être saisi tout simplement pour savoir s'il y a une possibilité de faire des ententes directes ou pas. Donc si une administration arrive à le faire, c'est qu'elle est autorisée à le faire. Sinon, elle est elle est en train de faire la règle, et sur ce plan-là, effectivement, il y a une possibilité d'aller au niveau des litiges, de dénoncer des marchés qui ne sont pas régulièrement attribués et qui doivent être cassés tout simplement. Est-il arrivé très souvent de voir, disons, un ministre de tutelle casser un marché? Mais il s'est arrivé, je pense, si vous... je ne peux pas vous dire comme ça, mais si vous allez sur le site de l'ARCOM, tout ce qui se passe sur les marchés est public. Donc on peut vérifier, il y a les litiges en cours et puis des dénonciations peuvent se faire tout le temps. Donc je pense que sur ce plan-là, vraiment, c'est réglementé et il y a des structures qui sont là pour veiller à ce que les marchés soient réguliers, et ceux qui ne sont pas réguliers sont toujours cassés, effectivement. Et justement, pour parler peut-être de l'ONAS, il semblerait que cette structure a une certaine liberté qui lui permet véritablement de mener à bien sa mission sans peut-être que le ministre de tutelle ne soit saisi sur certains cas de figure, comme c'est arrivé avec, disons, ce marché-là qui a été attribué à d'autres structures, mais qui finalement a été cassé justement par le ministre après que celui-là ait constaté, à son avis, disons, des irrégularités par rapport à ce marché qui a été attribué justement à ces structures. Absolument, je pense qu'on a parlé de ça tout à l'heure. C'est ça le principe qu'il faut respecter. Parce que l'ONAS, le directeur de l'ONAS n'est pas du président du conseil d'administration. Voyez-vous, mais pas directement du ministère. Si le ministère arrivait à intervenir sur ces marchés, bon, moi je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est évident, c'est que c'est à l'ONAS d'attribuer ce marché, de faire les procédures de passation de marché et de le suivre effectivement au niveau des organes dédiés pour leur régularité et leur exécution. Voilà, donc ça nous permet véritablement de penser beaucoup plus global par rapport, disons, au marché, aux attributions qui sont faites ça et là. On le sait qu'il y a un nouveau régime qui est là, bien en place, qui certainement va essayer, tant bien que mal, en tout cas, de gérer ces situations-là. On l'a vu tout à l'heure donc avec le cas de l'ONAS. Et comment l'État devrait-il s'y prendre désormais pour éviter, disons, ces cas de figure, éviter que cela puisse véritablement fuiter et puis en arriver peut-être à des débats de la sorte qui ne font que ternir, disons, l'image
Absolument. Je pense que non seulement ça peut tenir l'image de l'administration publique de façon générale, surtout avec tout ce qu'on a connu par le passé, des rapports qui ont été produits par les organes de contrôle sur la façon dont les deniers publics sont gérés dans ce pays. Et ça devient de plus en plus... enfin, on se doit d'être beaucoup plus exigeant aujourd'hui parce que très récemment, donc c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui soulevaient ces questions de malgouvernance. Même la question sur les inondations et l'ONAS, voyez-vous, ce débat, on l'a eu récemment. Vous voyez que même l'ancien directeur de l'ONAS à l'époque est devenu aujourd'hui une des autorités de ce nouveau régime. Et donc, il n'est pas... Lansana Gagny Sakho, c'est bien lui. Oui, exactement. Donc, il n'est pas acceptable, effectivement, que ce nouveau régime nous plonge encore dans ces mêmes débats. Et je pense que c'est ce régime-là qui a beaucoup plus intérêt que quiconque de clarifier les choses dès le départ. Et ça, je pense que c'est au niveau de la communication d'abord, pour essayer d'éviter les doutes ou les soupçons du côté de l'opinion, mais également surtout sur la rigueur administrative et républicaine qu'il faut avoir, et que effectivement des sanctions ne puissent pas tarder quand il s'est agi de cas avérés, donc de fraude ou de corruption ou d'autres types de malversations qui se seraient donc opérées au sein de cette administration. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens doivent être doublement exigeants par rapport à ce régime qui est là, parce qu'en fait, on ne peut pas donc combattre un régime qui a promis la rupture sur la même base et effectivement donner le lit à des types de pratiques qui sèment le doute également au niveau des Sénégalais. Alors dites-nous, comment un marché est-il lancé? Bon, je ne suis pas un spécialiste des marchés publics. Ouais. Moi, je l'observe un peu, mais je ne suis pas spécialisé des marchés publics. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le code de la commande publique qui organise comment les marchés sont lancés. Mais c'est très bien organisé. Parce que même au sein des ministères ou bien des administrations de façon générale, il y a des commissions dédiées au marché public. Et toute l'administration, aujourd'hui, je peux le dire, depuis des années, est formée sur les processus, sur les procédures de passation de marché public. Et donc, je pense que sur ce plan-là, il faut avoir la tolérance zéro. Tolérance zéro parce que les administrations sont formés pour maîtriser tous les rouages donc, de passation de marché public, mais également il y a des textes qui sont clairs, des procédures qui sont claires, connues au niveau de toutes les administrations, mais également des organes qui sont là pour contrôler, mais organes qui sont là pour donner des avis, donc qui accompagnent nos administrations dans les processus de passation de marché pour éviter tout simplement de commettre des erreurs. Ces organes émettent des avis, mais qui après, sur le plan pénal, il n'y a pas de suivi, on l'a constaté depuis, en tout cas sous l'ancien régime, en tout cas on l'a constaté. Est-ce que vous pensez que ces organes peuvent à la limite avoir une force coercitive, c'est-à-dire pouvant émettre des sanctions tout de suite et maintenant? Oui, c'est deux choses différentes. Alors que les procureurs se saisissent du dossier aussi. Oui, non, il y a l'accompagnement, le contrôle et l'avis au niveau de la CMP, mais également il y a la direction en charge des litiges, hein, de les gérer, qui également peut intervenir après et donc qui peut effectivement décider de casser un marché ou pas. Et je pense que là, à ce niveau-là, effectivement, les rôles sont bien distribués et quand même, il y a un mécanisme que nous devons pouvoir utiliser pour avoir gain de cause à la question. Alors, par rapport à cette situation que nous vivons, avez-vous, avez-vous un avis, favorable pour la suite quand on sait que véritablement ça semble démarrer un tout petit peu mal avec, disons, cette histoire qui n'a fait qu'à mon avis que ternir un tout petit peu l'image du service public sénégalais. Oui, je pense que c'est encore tout simplement rappeler ça aux autorités qui sont aux affaires pour leur dire que les citoyens veillent au grain. Tout à fait. Et c'est vrai, ils viennent juste de prendre les rênes de ce pays. Non, on peut observer encore. On peut aussi essayer d'aider, d'accompagner, mais toujours continuer à alerter. Mais quand il y a des choses qui se font contrairement
à la loi, mais effectivement, ça, il faudra tout simplement sévir et les citoyens ont les moyens de sévir également. Donc la parole n'est pas coupée ici à quiconque. Et donc, chacun devrait pouvoir continuer à dénoncer ce que nous pensons ne pas être juste. Mais maintenant, je pense que l'appel qu'on peut leur donner, c'est d'être beaucoup plus rigoureux sur ces questions, comme je l'ai dit. La situation, c'est vrai, n'est pas facile, parce que beaucoup d'entre ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont des néophytes en affaires, sont placés dans des situations où ils doivent avoir le temps aussi d'abord non seulement de mettre en place leurs équipes. Tout à l'heure, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a également les organes qui sont là pour véritablement réguler ça, les choses, même si au niveau des postes de responsabilité, au niveau des ministères, au niveau, disons, de certaines directions générales, c'est peut-être des novices qui arrivent. Oui, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une continuité de l'administration. Ça, c'est clair. Et je pense que sur ce plan-là, les organes continuent à faire le travail. Et c'est pour cela que l'intelligence managériale de ceux qui viennent d'arriver devrait être justement de s'appuyer sur les compétences. Bon, maintenant, il y a aussi, on entrevoit quelque chose dans ce débat-là, c'est-à-dire que la pleine confiance à ces administrations qu'on a trouvées sur place, et quand par exemple on vous parle d'existence de lobbies autour des marchés donc de l'assainissement, cela veut dire que vous trouvez ces lobbies sur place. Est-ce que ces lobbies ont suffisamment pénétré même l'administration sur laquelle on s'appuie pour faire ce travail? Cela demande beaucoup de perspicacité de la part de la personne qui a la responsabilité de la signature pour donc prendre des décisions, de pouvoir déjouer un peu quelques pièces qui peuvent exister. Peut-être au sens de l'éthique. C'est un petit peu ça. Mais vous savez, le nœud central de tout cela, cher Tidjane, c'est l'éthique de responsabilité. Vous savez, les textes sont là et tout ça c'est très bien. Il faut les corser, il faut qu'ils soient bien. Il faut également qu'il y ait des sanctions. Mais tout cela ne donne pas, le risque zéro. Ce qui est important et plus déterminant, c'est justement le choix des personnes à qui on confie les responsabilités dans ce pays. L'éthique de responsabilité doit être au cœur de la prise de décision quand il s'agit tout simplement de confier des responsabilités publiques à des citoyens sénégalais. Je pense que ça c'est fondamental. Et ça, c'est individuel, c'est personnel. Et donc, ce qui veut dire qu'on parle d'enquête de moralité, etc. Voilà un aspect qu'il ne faut jamais négliger dans le processus de recrutement ou de choix des collaborateurs qui doivent animer donc la République et nos administrations. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut corser davantage. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous, dans nos discussions qu'on a eues, j'ai parlé de l'initiative mesure qu'on a eue quelques mois avant les élections et qu'on a réfléchi sur les types de réformes qu'il faut apporter dans ce pays-là. On a proposé une instance qui serait même arrimée à la justice, mais qui, au-delà de la justice, doit gérer l'intégrité, c'est-à-dire le système d'intégrité. Vous savez, on a des dispositifs en matière de système d'intégrité ici, mais qui ne sont pas très appliqués, qui ne sont pas efficaces. Je vais vous donner l'exemple du Code de transparence. Le Code de transparence qui insiste beaucoup sur cette éthique des responsabilités, qui insiste sur donc l'influence politique sur les agents de l'administration, surtout des finances publiques, mais qui peut être élargie, et donc qui insiste sur le système d'intégrité qu'il faut véritablement renforcer dans ce pays. Et je pense qu'il faut mettre une instance de régulation qui doit avoir en charge, au-delà de gérer la justice qu'elle s'applique à tous les niveaux, à toutes les échelles donc de l'exécution des affaires publiques, mais également qui s'occupe même, s'il le faut, de valider les décisions de nomination sur la base des enquêtes et d'autres formes de procédés qui peuvent permettre de choisir. Parfois, les enquêtes de moralité sont biaisées, c'est un peu ça? Je ne peux pas dire ça parce que certainement les enquêtes de moralité se font correctement. Certainement, j'ai dit. Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même des nominations qui posent problème. Qui ont posé problème quand même. Où on a vu des gens qui ont maille à partir avec la justice, qui sont même en sursis, qui sont peut-être même en liberté provisoire, et qu'on nomme à des postes de responsabilité. C'est quand même alarmant. C'est très inquiétant. Et ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque part de la négligence dans le processus de choix de ces pays-là, dans un pays comme le Sénégal, où les compétences sont un peu partout dans les rues. Ouais, on en voit. Alors, nous en arrivons pratiquement à la fin de l'émission, mais on ne peut pas s'en aller sans pourtant parler
je ne dirais pas le bilan, hein, c'est encore très tôt de parler de bilan, mais bon, clairement, après quelques mois, 4 voire 5 mois, que le nouveau régime est arrivé, alors c'est quoi votre idée là-dessus? Avez-vous l'impression qu'on est clairement sur les rampes, comme on dit, où il y a un changement de paradigme comparé à ce qui se faisait un tout petit peu avant? Bon, c'est ce qui est annoncé, mais qui n'est pas encore visible dans les actes posés. Ah oui. Et c'est encore un peu tôt d'évaluer. C'est pour ça que je dis que notre posture, je parle de tous les citoyens. C'est symbolique, on a célébré un tout petit peu les 100 jours de Diomaye à la tête. Oui, 100 jours, c'est 3 mois, etc. Ouais, c'est absolument rien. Ouais, c'est encore tôt. Ouais. Mais on peut être mitigé. On peut être mitigé parce que pour autant, il y a des actes qui sont posés, qui sont rassurants. Il y a également en même temps des actes qui sont inquiétants, qui sont posés. Et donc je pense que ce que je voulais dire... Vous pouvez nous en donner un exemple, par exemple, par rapport à des actes qui ont été posés et qui vous inquiètent, vous, personnellement? Oui, mais je parle tout à l'heure de certaines nominations. Ah, oui, je pense que ça pose problème. Ouais. Mais également, donc, les cas de... Les conflits ouverts qu'on a eus au niveau du port autonome de Dakar et également de l'ONAS, sont des cas inquiétants. Voyez-vous? Et donc, je pense qu'il y en a d'autres, peut-être qu'on peut aller voir ailleurs, mais il y en aura toujours, parce qu'il ne peut pas y avoir 100% nickel dans une gouvernance. Tout à fait. Donc, il faut aussi considérer les aspects positifs qui sont des signaux qu'il faut surtout supporter, encourager. Et je pense que notre rôle aujourd'hui, je parle de tous les citoyens, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appuyer pour que les bonnes perspectives soient maintenues, renforcées et également continuer à alerter sur là où ça pose problème. Et je pense que ça permet tout simplement de rendre fort ceux qui ont ceux qui ont le pouvoir de décider sur notre destinée, voyez-vous. Et donc je pense que ça c'est important, qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers qu'on a connus par le passé et contre lesquels on s'est tous soulevés pour combattre, pour préserver la République, pour préserver donc ce qu'on a de commun. Et je pense que c'est ça la posture qu'il faut avoir, tout simplement. Aucune complaisance possible, mais également essayer, tant qu'on peut, d'aider, tant qu'on peut de renforcer. Un renforcement en psychologie, ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il faut lui dire bravo, ça c'est bien, continuez. Et donc le contraire aussi se fait. Si c'est pas bon, il faut lui dire mais attention, on ne veut pas de ça, on ne veut plus de ça, parce que tout simplement vous avez en charge de gérer ce qui nous appartient à tous, et il faut prendre en considération les règles, mais aussi les procédés qui doivent être justes. Il faut être dans la justice procédurale, et ça nous ramène au recrutement et à l'annonce qui a été faite des appels à candidature. Je pense qu'ils doivent s'organiser rapidement pour que ça soit possible, ne serait-ce que pour rassurer et ramener la confiance aux Sénégalais. Ça a été une promesse de campagne, justement. Oui, c'est une promesse de campagne qui est dans le projet de document de Diomaye président. Mais est-ce que maintenant la réalité des choses ne les oblige pas finalement? Ah non. À se dédire, mais quand même... Non. Je pense que la réalité ne doit amener personne à se dédire. Le président Diomaye Faye doit rester ferme par rapport à ses engagements. Voyez-vous, parce qu'il les a élaborés, semble-t-il, avec l'aide de 1400 experts. Donc, ce n'est pas des engagements bâtis sur la base de légèreté. Voyez-vous? Et également, tant qu'on veut, on peut. Il faut se donner les moyens de faire les choses correctement, et c'est possible de le faire. Il faut tout simplement être organisé. Il faut aussi avoir de bonnes équipes et également mettre ces équipes-là dans de bonnes conditions de travail pour faire des résultats. Alors, on ne va pas terminer sans parler, disons, de cette tension qui existe entre la presse, le patronat, justement, et, disons, les régimes en place, les difficultés, ça et là. Alors, dites-nous rapidement votre avis là-dessus. Oui, c'est un problème sérieux, parce que la presse est ce qu'elle est, très importante, un levier important dans la démocratie sénégalaise, mais également, on a vu que cette presse a besoin, l'entreprise de la presse a besoin d'être aidée, d'être accompagnée, d'être renforcée pour sortir un peu de difficultés qui sont, me semble-t-il, structurelles et liées également à l'environnement économique. Donc, il y a une nécessité pour l'État d'accompagner ces organes de presse, de les mettre à niveau et de les permettre quand même d'être plus performants pour qu'elles
puissent rester, tout simplement jouer leur rôle comme il se doit dans la démocratie, parce que ce rôle-là, il est important et on en a besoin. Voilà, donc merci, Monsieur Eliman Kane. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Lex Africa, donc vous êtes notre invité sur Soir d'Info. Merci d'avoir suivi et puis on se donne rendez-vous très prochainement sur la télévision Futur Média. Très bonne suite des programmes. Ciao.